Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous ce soir. Je crois que sans plus tarder, j'invite notre protagoniste de ce soir et Florencia à se joindre à nous sur la scène, s'il vous plaît. Alors, je pense que c'est comme si vous les connaissiez déjà, mais je me permettrai de dire quand même quelques mots pour les présenter à nouveau. Alors, Florencia, est-ce que vous entendez? Si. ¿Se escucha, Daniel? Daniel, est-ce que vous entendez? Alors, pendant que on règle la question technique, je dirai quelques mots sur Florencia, qui est née, vous l'aurez compris, en Italie. Et après avoir travaillé à la télévision à Rome, Florencia s'installe en Argentine, qui est donc le pays d'origine de sa famille, exilée de la dictature civico-militaire en Argentine. Florencia est cinéaste, gestionnaire culturelle, productrice et programmatrice, et elle est notamment et aussi la directrice de l'équivalent du FIFDH, on pourrait dire, en Argentine, le festival de cinéma sur les droits humains qui a été créé en 97, donc il y a plus ou moins le même âge que notre festival ici. Florencia est spécialisée dans la réduction de l'impact environnemental des productions cinématographiques et des événements culturels, et elle travaille et anime des ateliers en tant que Green Manager depuis 2021 au niveau européen et latino-américain. Daniel, faut-il encore le présenter? Vous l'avez compris, est né en captivité dans un centre de détention clandestin pendant la dictature en Argentine. Nous avons découvert sous le regard très doux et très bienveillant de Florencia son long cheminement jusqu'à la récupération de son identité, à vrai dire tout récemment, 2023, après une vingtaine d'années de doutes sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir dans un instant. Il est l'auteur du livre témoignage Nieto 133, Mi camino hacia la verdad, donc petit-fils numéro 133, Mon chemin vers la vérité. Et j'aimerais vous rappeler, pour celles et ceux qui seraient intéressés, qu'une séance de dédicace est organisée après notre échange vers 23h30 à la librairie du festival. Vous aurez l'occasion d'échanger directement avec lui si vous le souhaitez. Alors Daniel, Florencia, mille merci d'être avec nous ce soir. J'aimerais débuter notre discussion avec un retour vers le contexte de la trajectoire de Daniel. Donc, 133e Nieto, petit-fils de disparu dont l'identité a été récupérée sur, vous l'avez vu à la toute fin du film, 140 récupérations d'identité à ce jour. Ce qui signifie que plus de 300 enfants volés de la dictature sur 500 restent ou sont encore ce que je désigne comme étant les disparus vivants de la dictature militaire, qui portent en eux une identité volée, la leur, mais aussi celle de leur mère, séquestrée, torturée, disparue. Alors,
Daniel, vous avez été illégalement adopté par les personnes auprès desquelles vous avez grandi, sans connaître votre histoire. Et au moment de la récupération de votre identité, grâce au recours à des tests ADN, vous avez pris une décision importante et peu commune, qui est de garder votre prénom, Daniel, qui est le prénom qui vous a été attribué au moment de votre adoption illégale. Alors, je pense que ça vaudrait la peine de revenir sur ce choix, qui est un choix fort, pour essayer de comprendre pourquoi, et ça renvoie bien évidemment à la question liée de vos relations avec vos apropiadores, que vous pensiez être vos parents. Et j'aimerais aussi que vous nous rappeliez le choix que vous avez fait, d'une part de garder votre prénom, certes, mais aussi quel choix de désignation vous avez fait aujourd'hui lorsque vous parlez de vos parents qui ne sont pas vos parents biologiques. Comment vous tenez à les nommer aujourd'hui, même si les deux, on l'a vu, sont décédés? Daniel, je crois qu'on serait heureux de vous entendre sur ce point. Bueno, buenas noches. Bonsoir à tous. Merci d'être ici. Merci d'être ici pour partager ce moment. Le prénom Daniel, j'ai choisi de le garder puisque ma mère a pu dire qu'elle était enceinte lorsqu'elle a été enlevée. Elle a pu donner son propre nom. Et il y a eu des témoins qui ont pu partager ce témoignage, mais elle n'a pas pu donner l'idée de prénom qu'elle avait. Le prénom Daniel est un prénom avec lequel je me suis identifiée, mais plus tard, Enrique, qui est le deuxième prénom que je portais, et je me demandais, enfant, pourquoi je portais ce nom, et ma mère, celle qui m'a élevée, a dit que c'était le nom d'une personne proche de la famille, et je me suis donc dit que cette personne que je ne connaissais pas était probablement la personne qui m'avait remis à cette famille qui m'a élevée. J'ai aussi pris la décision d'ajouter à Santucho le nom de famille de ma mère, Navajas, pour lui rendre hommage d'une certaine manière et pour qu'elle soit toujours présente avec moi. La relation que j'ai avec mes ravisseurs n'a pas été une relation très bonne. À l'adolescence, j'ai compris que je ne partageais pas les mêmes idées, mais ces personnes ont été présentes au quotidien, à l'école, dans des activités sportives, et tout ceci a créé un lien et de l'affect. C'est pour cette raison que lorsque j'ai eu des doutes sur le fait qu'ils étaient réellement mes parents biologiques, et quand ils ont affirmé qu'ils étaient mes parents, j'ai dû... c'était la seule vérité que j'avais. C'était donc très douloureux pour moi de savoir que toute mon existence était un mensonge. Ma date d'anniversaire, avec sa signification, non, celle du 24 mars, qui a un sens fort en Argentine. Savoir qu'il avait fait partie de la police pendant la dictature, eh bien, tout cela était très douloureux pour moi. Ces dates, ces moments de vie, le fait de devenir père, de donner mon nom de famille à mes filles, tout ceci était aussi très douloureux. Et j'avais des choses à résoudre et je savais que je devais me tourner vers les grands-mères de la place de Mai et je devais rompre ce lien avec mon père, me confronter à lui, lui demander de me dire la vérité, mais il a continué à mentir et je me suis rendu compte qu'il n'allait jamais dire la vérité et que je devais donc me rapprocher des grands-mères de la place de Mai. Pour revenir sur ce long chemin, comme nous disions, comme ce que le film retrace en réalité, vers la récupération de votre identité. Nous avons bien compris que les doutes vous ont traversé longtemps avant d'ouvrir la porte des abuelas.
j'aimerais bien que l'on revienne un instant sur le rôle assez particulier qu'a joué celle que vous appelez su hermana de creencia, ¿verdad? Donc, qui est, si je comprends bien, une grande sœur âgée de 20 ans de plus que vous, qui fut également une enfant adoptée par vos appropriadores, mais adoptée légalement, et dont l'adoption n'était pas tue, n'était pas niée, n'était pas cachée, contrairement à la vôtre, adoption illégale. Elle a joué un rôle quand même à un moment donné dans votre vie. Quel était-il exactement à cette place particulière de deux enfants adoptés dans un cadre résolument opposé? Eh bien, elle connaissait la vérité, je pense. Elle savait que quelque chose ne tournait pas rond. Et pendant de nombreuses années, elle s'est tue. Elle a commencé à parler après la mort de notre mère, la mère qui nous a élevés. Oui, j'avais 21 ans. Et avec son compagnon, ils m'ont demandé de me rendre chez eux et ont partagé leurs doutes. Et ils pensaient que cet homme, cette femme n'étaient pas mes parents. Elle, toute sa vie, avait su qu'ils n'étaient pas ses parents et elle avait pu entretenir des liens avec sa famille biologique, avec ses frères et sœurs, mais elle ne disposait d'aucune preuve. Et suite à mes contacts avec les grands-mères de la Place de Mai, après leur avoir demandé de l'aide, nous avons entamé des démarches contre mon ravisseur. Et on a donc demandé à cette famille, donc à des neveux, des nièces de mon ravisseur, pour que ces personnes puissent parler, donner des informations. Et l'une des nièces a déclaré au juge que elle se souvenait du jour où je suis arrivée dans cette famille et que le père avait dit qu'on lui avait donné au travail. Et tout le monde, donc, savait, tout le monde était au courant. Et comment, en tant qu'adulte, auraient pu me dire la vérité, mais ont décidé de se taire et n'ont parlé que devant le juge. Un frère biologique de la sœur avec qui j'ai été élevée a raconté que, à l'âge de 12 ans, dans l'année où je suis née, il était présent dans la maison de mes ravisseurs et a entendu 2 policiers dire à mon ravisseur, qui était aussi policier, « Ne t'inquiète pas, on va te trouver un bébé ». Ce sont des témoignages, des données, des informations qui m'ont permis de comprendre que ma sœur avait beaucoup plus que des doutes. Et pour de nombreuses raisons, elle s'est tue. Elle avait des liens avec cette famille, elle avait peur également. Ce sont des choses très douloureuses, mais je ne reste pas bloquée. J'essaie de guérir, d'aller au-delà, de surmonter tout cela et de profiter de ma famille. Je crois qu'elle ne s'est pas du tout manifestée au moment de la récupération de votre identité. Vous n'êtes pas du tout en lien avec elle, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas de lien avec elle. Nous avons coupé les liens. J'entretiens des liens avec l'une de ses filles qui m'a aidée et qui m'a rapporté ce témoignage de cet homme qui avait 12 ans lors de ma naissance. Et je l'ai remercié puisque c'est des informations que j'ai pu communiquer aux grands-mères de la Place de Mai. Et j'ai pu me rapprocher plus encore de la vérité. Au moment de la récupération de votre identité,
Et dans les mois ou maintenant les années qui suivent, comment vous décririez ce qui a changé pour vous et en vous, déjà à titre personnel, individuel, mais aussi pour votre famille, que l'on voit dans le film, et je pense aussi à votre épouse et vos filles. Je crois que l'une de vos filles est parmi nous ce soir. Et on reviendra à Florencia par la suite, mais en vous, avec votre famille et dans la configuration familiale, c'est-à-dire, est-ce que ça a bougé quelque chose? Est-ce que vous verbalisez encore beaucoup ce qui s'est passé, ce que ça fait à l'intérieur de vous, ce que ça fait pour votre épouse et vos filles? On a vu des séquences extrêmement fortes de ce vécu au travers du chemin en fait de votre mère après son enlèvement, enceinte de vous, de 2 mois. Qu'est-ce que ça a bougé? Qu'est-ce que ça a bousculé? Cambió una nueva vida. J'ai une nouvelle vie, complètement. Yo sufrido, me dolió muchísimo. J'ai beaucoup souffert Estos más de 20 años. pendant 20 ans. J'ai beaucoup souffert. J'ai ressenti beaucoup de peur, de culpabilité. J'avais peur que la personne que je croyais être mon père soit emprisonnée. Et je ne pouvais pas parvenir jusqu'à la vérité. Et la fin de ces tourments a été un changement et de retrouver un père, un frère qui m'avait recherché, être entouré de tout cet amour, de la grand-mère aussi. Ma grand-mère Nélida me souhaitait mon anniversaire sans savoir si j'étais née ou pas. Elle avait choisi la date du 14 février. Elle faisait un gâteau, elle me fêtait mon anniversaire et elle partageait ensuite le gâteau avec les grand-mères de la place de Mai. Et de connaître l'histoire de ma famille, toute la douleur, pouvoir voir la réaction de mes filles face à la vérité et pouvoir avoir un aperçu avant les résultats, avant et de dire, de pouvoir échanger avec les grands-mères de la place de Mai, de leur demander de l'aide. Ce besoin que j'avais de me raccrocher à elles, c'était la seule vérité dont je disposais dans ma vie. Et d'avoir une famille a changé notre vie. Une semaine après, mes filles rencontraient leur grand-père, leur oncle, leurs cousins. Et ça a été un véritable bonheur, un bonheur immense. Quelques jours avant que Milagros, ma fille la plus petite, ma fille cadette, avant qu'elle ne refasse sa carte d'identité, elle nous a demandé à sa mère et à moi si nous pouvions faire un exposé dans son école pour raconter qui j'étais et qui elle était et pourquoi elle allait s'appeler Santucho. Et qu'elle soit devant sa classe et qu'elle dise tout cela m'a fait comprendre que c'était le bon chemin et que ma fille avait de la force, elles avaient la même force que ma mère et que ma grand-mère, et qu'il fallait partager tout cela pour aider toutes les personnes qui peuvent se trouver dans des situations similaires à la mienne et qui puissent se rapprocher des grand-mères de la place de Mai et pouvoir bénéficier de leur travail, de leur accompagnement. Et le soutien de mon épouse a été très important. Elle était là dès la première heure, dès les premiers doutes. Elle m'a encouragée à me rapprocher des grand-mères de la place de Mai. Et depuis le rétablissement de mon identité, elle soutient mes filles. Et elle est là pour elles de façon inconditionnelle. Merci. C'est important, notre identité que vous venez de dire, parce qu'en récupérant votre identité, vous n'avez pas récupéré que la vôtre, mais vous avez récupéré l'identité en fait de vos filles
également. Donc, je crois que c'est important, ça me frappe notre identité que l'on oublie de dire, puisqu'on parle toujours de votre identité individuelle, mais ça n'est pas que la vôtre. Et ça, on le voit bien au travers de ce qui se joue pour vos filles dans la filiation. Et alors, en parlant de filiation, je crois que nous avons toutes et tous bien compris le rôle fondamental, et vous l'avez mentionné, du clan familial retrouvé. Ce soutien sans faille, ce regard de Florencia, la présence de Julio, la présence de votre grand-mère, Nélida, qui a été une figure emblématique des abuelas de la Plaza de Mayo, non, des grands-mères de la Place de Mai. Même si elle n'a pas pu vivre cette issue heureuse dans ce cheminement et cette lutte, eh bien, elle est là. Et vous le dites encore une fois, elle est là en permanence. Non ? Et votre papa, très actif aussi dans ce processus, vos frères, Miguel, que l'on voit beaucoup dans le film en particulier, qui est très engagé, impliqué dans l'association des abuelas, et qui aujourd'hui, si je ne me trompe pas, est membre du comité directeur de l'association. Donc ce sont des engagements vraiment très forts, au-delà de la recherche de votre identité, celle des autres enfants volés. On l'a bien compris, le film se termine là-dessus, dans cette suite de cheminement. Au-delà de pour soi, pour les autres. Hein. Et puis, bien sûr, Florencia, qui produit là quand même quelque chose qui matérialise ce clan, cette force autour de vous. C'est très physique, on le voit, il y a beaucoup d'abrazos, d'embrassades, il y a beaucoup de regards qui sont comme des baisers, non ? Il y a des mains qui se tiennent, les mains sur votre épaule dans ces moments extrêmement forts vers la fin du film. Il et elle sont là. Alors, Florencia, moi j'aimerais bien que vous reveniez sur votre trajectoire à vous, émotionnelle, psychologique, qui vous a mené à la décision de faire en fait ce film. Votre chemin à vous, qu'est-ce que ça a été en fait en parallèle? Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Je suis navrée. J'ai perdu un peu ma voix avec toutes les émotions de cette tournée en Europe. Comme vous avez dit, j'ai suivi ces petites semences avec mon père et le festival des films des droits de l'homme en Argentine. Et depuis 2001, je sentais que notre lutte de recherche des frères et des sœurs pouvait se faire à travers le cinéma. Chacun le fait à sa façon. Nous, on avait trouvé cette lutte à travers le cinéma. Et à chaque fois que nous montrons un film de droits de l'homme, je peux sentir à quel point les personnes changent lorsqu'ils voient ce film. Et c'est ce à quoi je crois. Je crois qu'uniquement à travers l'art, à travers la transformation sociale, nous pouvons avoir cette empathie envers l'autre. C'est quelque chose qui peut arriver non seulement à une personne, mais nous devons reconstruire une mémoire collective. Et après avoir eu cette nouvelle, tout de suite, j'ai compris qu'il fallait le partager, le montrer. Et je ne l'ai pas fait toute seule. Rodrigo Vázquez est le co-directeur et réalisateur. J'ai travaillé avec lui et Al Jazeera s'est intéressé à l'histoire de Manuel comme témoignage. Et là, j'ai compris que cette histoire était assez puissante pour avoir une répercussion au niveau international. C'est là qu'on a commencé à travailler sur ce projet, à essayer de recueillir des fonds. Et
3 mois après, nous avons récupéré Manuel. On lui a payé le billet. Moi, j'étais déjà à Rome avec mon frère et on s'est rencontrés une semaine avant. Et on n'arrêtait pas de se poser des questions. Comment était ton enfance, etc. Alors, quand j'ai voyagé en Argentine afin de faire ce film, je n'avais pas beaucoup de temps. J'avais 10 jours et mes nièces, je les connaissais à peine. C'était la première fois que je les voyais et je devais partager, vivre avec elles comme sœur en tant que tante. Et en même temps, je devais être la réalisatrice et mener à bien notre objectif qui était de ramener ce film à la maison. Cela n'a pas été facile pour moi, mais avec toutes ces émotions, toutes ces embrassades, c'était quelque chose de très fort. On a vu si Dani était d'accord d'aller à Al Pozo, s'il était d'accord que les filles soient aussi avec nous. Et là, on savait déjà que ce serait un moment clé, fondamental à partager, qu'on devait le partager aussi avec la caméra, puisque cela serait une petite graine qui pourrait faire grandir notre mémoire. Et lorsque nous avons vu le résultat, nous avons compris que le fait de nous faire confiance, de laisser que cet espace prenne vie a été essentiel. Et nous n'avons pas arrêté de nous embrasser, de nous prendre dans les bras. Moi, ça fait 3 ans que je pleure. Et le fait de le raconter est quelque chose qui nous procure de l'espoir. Cela permet que tous ceux qui voient le film comprennent que oui, il y a des possibilités de retrouver les frères, les sœurs et de retrouver une identité qui est si différente entre les différents pays d'Amérique latine, en Espagne. Et lorsque on fait une présentation, par exemple, dans les écoles et quelqu'un nous demande mais qu'est-ce que c'est que l'identité? C'est tellement difficile de savoir quelle est l'identité de chacun. Et de nos jours, avec les guerres que nous vivons, je dis que chacun a le droit, comme disent les grands-mères, de récupérer son identité. Et cela me fait penser aux enfants de Gaza. Les enfants doivent apprendre à écrire leur nom pour qu'on ne l'oublie pas. Je pense aussi à toutes ces personnes qui décèdent dans la Méditerranée. Donc, le fait de pouvoir raconter notre histoire ouvre ce monde plein de réflexions différentes. Absolument, absolument. Et vous voyez, je pense que c'est ce qui a traversé toutes les personnes présentes ce soir. Et ce qui est très fort, très touchant, c'est l'honnêteté et la sincérité avec laquelle vous partagez ces étapes et ce cheminement avec nous et avec les autres, avec les jeunes, avec les plus vieux, et y compris Daniel, et ça je dois dire que c'est quelque chose qui m'a énormément touchée, d'avoir l'honnêteté, c'est pas facile, de parler du sentiment de culpabilité qui vous a aussi traversé, en fait, au début. C'est-à-dire c'est un processus extrêmement complexe, c'est pas du jour au lendemain, super, j'ai trouvé mon identité, et tout retrouve sa place. En fait, ce sont des places à investir, à découvrir, et non sans sentiment de culpabilité, peut-être parfois aussi de honte, peut-être aussi de fierté. Enfin, cette complexité dans l'honnêteté du propos et de la démarche est très frappante dans le film. Donc merci à nouveau pour ça. J'aimerais, avant qu'on aborde la fonction et le rôle de ce film pour chacun d'entre vous plus globalement, j'aimerais quand même vous poser une question, Florencia. J'imagine aisément que vous avez été aussi confronté à des obstacles ou des difficultés, en tout cas des défis, tant au moment de la production et la préparation du film
que sa réalisation. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots aussi de cette face cachée, des couloirs, en fait, du tricotage de ce film, du point de vue des défis que ça a pu constituer pour vous? On a toujours voulu faire dans la famille des films, des personnages historiques, Robbie par exemple, ou des personnages de la guérilla dans laquelle a participé ma famille. Et c'était toujours quelque chose de très rhétorique. Et j'avais peur de ne pas ramener ça à des histoires humaines réelles. Et c'était ça, pour moi, le challenge, toujours de ne pas arriver à montrer ce côté humain. Par conséquent, le fait de raconter notre histoire, une histoire très complexe, avec plein d'histoires en parallèle, eh bien, moi-même, je n'ai pas pu raconter l'histoire de ma mère dans ce film. On parle des femmes, on parle de Cristina, de Nélida, mais ma mère, qui non seulement a sauvé mes enfants et les a emmenés en Europe, après, elle a rencontré mon père, elle m'a eu moi, et elle a accueilli les autres enfants comme ses propres enfants. Eh bien, c'était trop. Je ne pouvais pas raconter ça. Nous devions nous concentrer sur Daniel. Mais je pense qu'avec le cinéma, on guérit et il s'agit de trouver sa place. Je ne peux pas tout raconter, je ne peux pas guérir toutes les histoires de ma famille. J'ai également ma propre place, mes limites, et je pense que c'était ça, mon challenge. Et également, avec ma nièce Camille et ma nièce Milagro, je les connaissais à peine, on s'était vus 3 fois. Et au bout de la 4e fois que je les voyais, on devait tourner le film. Elle ne comprenait pas ce que cela voulait dire d'apparaître sur un film documentaire. J'aurais voulu avoir tout le temps du monde pour leur raconter comment cela allait se passer. Donc, je devais leur faire confiance. Elles aussi m'ont fait confiance sur ce que cela représentait de tourner un film. Et voilà, j'étais d'un côté la tante, mais également la réalisatrice qui avait peu de temps pour réaliser ce film. Et grâce à toute l'équipe du film qui ont travaillé avec beaucoup d'amour, avec cette envie de raconter l'histoire, tout le monde était ému lors de l'enregistrement du film, pas uniquement moi. Cela m'a montré qu'effectivement, c'était le moment adéquat, le moment juste. Et c'est là que tout le monde ressentait que c'était l'endroit où tout le monde devait être. Tellement proche du cœur, en fait, et on le sent vraiment. Et pour vous, Daniel, on parlait de la complexité aussi de ce cheminement, ce qui vous traverse émotionnellement en permanence en 2023, avant 2023, et puis maintenant encore, à chaque fois, j'imagine à chaque projection, avec ce partage public d'une histoire extrêmement intime et à la fois d'une histoire collective. Alors, je vais aussi vous demander à vous, je sais que ce n'est pas une question facile, mais durant ce tournage express et dans une configuration tellement singulière, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans ce processus de construction documentaire? Je pense que le plus difficile, certainement, c'était le fait d'être à l'endroit où ma mère a été kidnappée, être présent à l'endroit où je suis née et être là accompagnée de mes filles. J'ai compris que c'était quelque chose d'important pour être avec elles, pouvoir leur expliquer cette histoire et leur montrer qu'il était important d'être présente à cet endroit et de vivre ce moment. Le fait que ma sœur soit la réalisatrice était essentiel pour mener ce projet à bien et de pouvoir avoir le soutien de la famille.
Je pense que c'était le plus difficile pour moi, le fait d'être là, mais c'était en même temps nécessaire pour comprendre ce que j'allais ressentir. Et cela m'a permis d'être proche de ma mère. Bien sûr, je suis proche de ma mère à chaque fois que je pense à elle, à chaque fois que je peux transmettre à quel point je suis fière d'elle. Et tout particulièrement lorsque j'étais à cet endroit. Le fait d'être ici est également très spécial et important pour moi. Mes autres grands-parents ont vécu à Genève, les grands-parents paternels, Manuela et Francisco, et nous avons beaucoup d'amis communs ici qui sont présents, qui les ont connus. Et c'est l'occasion également de transmettre la fierté que j'éprouve d'appartenir à cette famille. Gracias. Alors avant d'ouvrir la possibilité aux unes et aux autres de poser des questions et d'intervenir, j'aimerais, alors on a commencé par la mise en contexte des trajectoires individuelles et familiales dans ce puzzle, cette mosaïque en fait dont vous parlez, Florencia. Et j'aimerais, pour boucler la boucle en quelque sorte, avant d'ouvrir l'espace, de revenir un instant, et là je m'adresse à tous deux, sur le contexte de l'existence de ce film et des discussions que vous partagez avec le public dans le contexte présent d'une configuration politique quand même très particulière. Et donc j'aimerais savoir, pour vous, que représente ce film, en fait l'existence même de ce film, mais aussi sa vie comme ça, qui circule et qui se partage, d'une part dans le contexte de l'Argentine de Milei, 50 ans après la dictature militaire, dont le contexte a été rappelé en introduction de cette soirée, avec des phénomènes de déni qui s'accentuent de plus en plus, mais qui ont commencé déjà sous le gouvernement de Macri. Et d'autre part, dans le contexte plus mondial, au fond, de la montée des extrémismes et de l'extrême droite, et ce que certaines appellent le déclin des démocraties, ou en tout cas la remise en question des valeurs fondamentales qui représentent les piliers, on va dire, de la démocratie. Donc à cette double échelle, au fond, de moments fragiles, extrêmes, à la fois extrêmes et fragiles, pour chacun d'entre vous, que représente l'existence même de ce film et quelle fonction ça pourrait avoir pour vous, pour vous personnellement. Pour moi, toute action, tout acte artistique de témoignage qui permettent de transmettre la mémoire, qui permettent de la revendiquer, de mettre en avant les victimes et de transmettre cette histoire aux jeunes générations et de la rendre présente et de montrer que l'histoire se répète, que c'est un cycle, eh bien, utiliser cela pour mettre un frein ou plutôt défendre le droit à l'identité, mais aussi tous les droits humains, les droits des enfants. Nous nous trouvons un moment critique, pas seulement en Argentine, mais dans le monde entier, et de pouvoir transmettre un message de paix et d'amour est nécessaire. C'est mon avis. Lorsque nous avons commencé à tourner le documentaire avec ma sœur, je n'ai pas beaucoup réfléchi à tout ça. Je me suis laissée porter par les sentiments et j'en suis très reconnaissant. Florencia, vous mentionniez déjà les enfants de Gaza
notamment. Donc j'imagine que pour vous, ça a été un processus aussi très conscient, en fait, de cette fonction politique aussi et nécessaire de votre film. Oui, on n'aurait pas pu faire les choses autrement. On vient d'une famille très politisée et on ne pouvait pas échapper à notre propre histoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'aspect humain qui a été le plus fort, la façon dont nous avons vécu les choses. Mais la célébration de la restitution de l'identité de Daniel a été très importante. Ça a été un moment de fête grâce au travail des grands-mères de la place de Mai, ce maintien de la mémoire pour le peuple argentin. Tous les livres, tous les manuels d'histoire nous ont amenés à ce point de l'histoire, à cette époque où, avec Milei, nous avons systématisé au niveau institutionnel et au niveau de l'État certaines choses. Et pour une grande partie de la population, le 24 mars, c'est un moment de manifestation où beaucoup de jeunes savent qui sont les grands-mères et connaissent leur travail de recherche des petits-enfants volés. Et l'histoire de Daniel a donc été transmise, mais une autre histoire aussi. À chaque fois que l'on projette une version plus courte du documentaire dans les écoles, dans les centres culturels en Argentine, et ensuite lorsque l'on projette la version plus longue, eh bien, j'ai l'impression que cette graine, comme le dit ce proverbe mexicain, ils ont voulu nous enterrer, mais ils ignoraient que nous étions des graines. Eh bien, je pense que l'on comprend l'idée et le rôle, la fonction de ce film. Après la graine vient le printemps, et il me semble que le cinéma a ce rôle. Et par ailleurs, nous cherchons encore 300 personnes qui pourraient se trouver en Europe, qui sont des enfants de personnes disparues, qui, comme Daniel, ignoraient leur identité jusqu'à ce qu'un film éveille des doutes. Daniel, à la fin de son adolescence, a commencé à avoir des doutes en regardant quelque chose à la télévision, et 20 ans plus tard, s'est rendu compte qu'il était né dans le Pozo de Banfield. Il a découvert son histoire. Il s'est rendu au centre de mémoire du Pozo de Banfield pour pouvoir raconter son histoire et pour maintenir cette mémoire. C'est donc un véritable cycle, et il me semble que ce film est une graine de plus. Nous continuons à chercher nos frères et nos sœurs, et les grands-mères, à ce moment de négationnisme de Milei, font un travail indispensable. Mais il est aussi important de dire que nous avons besoin d'aide, de dons, pour que les grands-mères et la Banque nationale de données génétiques, qui disposent de techniques et de professionnels et aussi d'amour, qui ont réussi à retrouver 140 petits-enfants, puissent continuer leur travail et continuer à résister. Donc le négationnisme de Milei et cette droitisation de l'Europe peuvent avoir des conséquences, mais ne peuvent pas empêcher que toutes ces graines soient plantées. Et je suis convaincue de tout cela. Je pense que cette passion que nous ressentons lorsque nous nous rendons compte que nous avons vaincu, nous avons gagné, que nous ne sommes pas confrontés à un échec, eh bien, cela permet à d'autres personnes de s'ajouter, rejoindre cette lutte des grands-mères. Mais la dictature en Argentine a bénéficié du plan Condor, la participation des entreprises qui exploitent des ressources naturelles en Argentine, mais aussi dans d'autres régions, et qui ont bénéficié du soutien de gouvernements italiens et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on est témoin de génocide à la télévision, et on ne sent pas que l'on est complice. Il nous faut changer d'attitude. Et c'est cet enseignement que nous ont transmis les mères et les grands-mères de la place de Mai, qui ne se sont jamais tues et qui continuent à manifester. Merci beaucoup. Je suis sûre que certaines souhaiteraient pouvoir
s'exprimer, poser des questions. Je vais essayer de donner la parole dans l'ordre des mains que je vois se lever. Alors, monsieur d'abord, et puis, est-ce qu'il y a une autre main? Alors, on va commencer par vous. Il y a un micro qui est à disposition du public. Sí, buenas noches y muchas gracias por su película. Bonsoir, merci beaucoup pour votre film. En français, mais je voulais quand même vous le dire en espagnol. Une question, mais juste avant de vous dire que c'est un film très touchant qui montre que l'Argentine, ce n'est pas seulement la vulgarité et un massacre à la tronçonneuse. Pour résumer l'image actuelle donnée par le Trump des tropiques. Alors il y en a plusieurs, il y avait Bolsonaro, maintenant on a malheureusement aussi Milei. Et une pensée aussi pour les Espagnols et les Espagnols qui ont connu ce même drame avec les enfants volés du franquisme. Voilà. Puisqu'on est en Europe, il ne faut pas oublier aussi cette page tragique de l'histoire. Ma question, elle est dure parce qu'elle nous concerne à nous, Européens et Européennes, qui sont incapables, pour une grande partie d'entre nous, pas tous évidemment, et pas toutes, d'apprendre de l'histoire. Et donc actuellement, la Commission européenne se glorifie de signer des accords commerciaux avec l'Argentine. Ça s'appelle le Mercosur. Et comme ça a été le cas pour Israël, mais on pourrait citer d'autres pays, bien évidemment, là on parle de l'actualité, on est incapable de penser aux droits humains. C'est vrai que c'est si peu de choses. Et donc, quel est votre message que vous pourriez adresser aux médias suisses, puisque vous êtes ici, ou quand vous allez en France, vous l'avez dit, en Espagne, et peut-être aussi aux hommes ou femmes politiques que vous croisez, qui vous soutiennent, en disant que c'est un très beau film, mais qui parfois, pour certains ou certaines d'entre eux, ou d'entre elles, oublient très vite, après avoir franchi les portes de ce lieu ou d'autres. On ne les entend pas porter cette voix que vous portez de manière très courageuse, vous et Daniel. Donc, est-ce que vous avez un message à leur adresser, au-delà de la simple solidarité d'un soir? Et merci encore une fois pour votre courage et votre témoignage. Bravo. Merci beaucoup pour votre question. Qui souhaite réagir? Daniel, vous voulez commencer? Florencia. Sí. Para mí justamente es el ejemplo. Pour moi, c'est un exemple de ce qui s'est passé en Argentine. Une dictature en pleine Coupe du Monde de foot. Et on l'a su parce que peu de journalistes l'ont raconté. Mais la grande majorité le savait, filmait le stade de foot et à quelques kilomètres, il y avait des gens qui mouraient, qui étaient torturés et on entendait tout cela. Et les centres de détention, comme le Pozo de Banfield, où est né Daniel, n'étaient pas très loin. Ils n'étaient pas éloignés dans le désert. Ils étaient en plein milieu de la ville. Et les voisins, les voisines entendaient les cris. Et parfois, ils devaient s'éloigner, prendre un autre chemin pour aller à l'école avec les enfants, pour ne pas entendre tous ces cris. Et parfois, il fallait occulter les fenêtres pendant les déplacements des personnes kidnappées, des disparues. Donc, il y avait une certaine complicité d'une partie de la population qui devait avoir peur, sans doute, mais la presse internationale, lorsqu'elle s'est rendue en Argentine, n'a pas voulu raconter tout cela. Et cette histoire se répète aujourd'hui. Nous conditionnons la presse. Il n'y a pas d'opinion libre, de liberté d'opinion. Et personne n'émet son avis sur ce qui doit ou pas se faire. En Argentine, on se souvient des 30 000 personnes disparues. Ça a été un exemple pour que l'on condamne les génocidaires et pour qu'ils soient en prison. Alors pourquoi aujourd'hui
Est-ce qu'on accepte la torture et le meurtre de personnes et nous restons les bras croisés sans rien faire? Et pourquoi est-ce que l'on banalise la violence? Tout ceci ne dépend pas de chacun d'entre nous. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un jeu d'intérêts politiques et économiques de la part de la presse? Qui finance les médias? Qui finance la paix également? Il me semble que nous devons nous réveiller. Il faut faire tomber les masques. Et d'ailleurs, il me semble que de plus en plus de gens réagissent de façon sincère et reconnaissent ce qu'il se passe réellement. Vous souhaitez ajouter quelque chose, Daniel, ou est-ce qu'on prend une autre question? No, obviamente acompaño las palabras de mi hermana, pero Je me joins aux paroles, aux propos de ma sœur, cada uno de nosotros mais nous sommes tous des êtres humains. tiene propios valores. Chaque personne, chaque journaliste a ses propres valeurs. Obviamente los monopolios Il existe bien sûr des monopoles médiatiques y empresariales et au niveau des entreprises, et ainsi de suite. poder y justamente manejan la Et agenda c'est là où se trouve le pouvoir et où se prennent les décisions de qui parle. esos valores. Et il nous faut défendre les personnes qui défendent de bonnes valeurs et qui s'investissent. Nous avons encore le temps de prendre, je vous propose de prendre 2 questions à la fois. N'hésitez pas, oui, j'ai vu madame. Les personnes en haut, n'hésitez pas à vous manifester fortement parce qu'on ne vous voit pas très très bien. Très bien. Alors madame, puis monsieur, je propose qu'on prenne les 2 questions en même temps et Florencia et Daniel réagiront. Madame, pour commencer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ensuite en haut pour faire circuler le micro? Merci. Gracias. Buenas noches a todos. Yo voy a intentar hablar español, pero pienso que mi cabeza... Bonsoir à tous. Je vais essayer de parler en espagnol, mais bon, peut-être que je vais devoir parler également en anglais. Merci beaucoup pour ce film documentaire. Este papel Et je pensais à nosotros podemos llamar ce rôle de trauma. la culture et ce traumatisme intergénérationnel. Pero yo estaba pensando en eso. ¿Qué piensas que la cultura, las películas y esas cosas se hacen con este trauma? Porque Qu'est-ce que vous pensez de tous ces films, par exemple, qui se font avec ce traumatisme? Bien sûr, c'est quelque chose qui est arrivé dans le passé, mais nous avons encore cette présence dans le présent. Est-ce que vous pensez que le cycle de la haine guérit avec ces films d'un point de vue culturel? Merci madame. Je propose d'entendre aussi la seconde question. Je vais vous demander d'être bref, comme ça donne la possibilité à nos invités de répondre aux 2. Je vais répéter si vous le souhaitez. Ah oui, exact, pardon. C'est juste. Pardon. Je me posais la question sur les 140 nietos, dont ceux qui ont encore des parents qui sont ou étaient en vie. Est-ce que ces parents ont été poursuivis ou sont poursuivables et qu'est-ce que ça s'est passé ou pas? Enfin, voilà, c'était la question. Merci beaucoup. Donc, monsieur fait référence, bien évidemment, aux 140 enfants volés qui ont retrouvé leur identité. Alors, qui souhaite répondre, Florencia ou Daniel? Yo respondo la primera y Daniel la segunda. Très bien. Je reprends la première et Daniel à la deuxième question. Pour moi, la culture, après toutes ces expériences que j'ai eues dans le cadre du festival de films des droits de l'homme, fait que nous ne sentons pas être isolés. C'est une sorte de thérapie collective.
Et nous voyons que c'est quelque chose qui a changé la culture, le pays, mais qui se répète. Et cela nous renforce. On a par exemple un film sur une mine d'or. On voit les indigènes qui ont repris le pouvoir, mais après, on voit comment le territoire est détruit. Et les gens de la classe moyenne ont compris avec ce film que l'histoire se répétait et ils ont réussi à arrêter des entreprises qui voulaient s'approprier des terrains. Et de cette façon, on comprend que chacun a son histoire à raconter, mais le récit est un récit collectif. Et à chaque fois, on se dit non, c'est déjà arrivé, ils vont pas, on va pas tomber dans le même piège, mais nous comprenons que même si nous sommes loin, même si c'est un autre pays, on peut se reconnaître dans cette autre culture. Et c'est quelque chose que le cinéma peut nous apporter. Daniel? Oui, je vais répondre à la deuxième question. Le travail des mères et des grands-mères de la place de Mai a été quelque chose de très important. Le fait qu'en 1983, l'on récupère la démocratie et qu'il y ait tout un procès judiciaire à la junta où différents génocides ont été condamnés. Mais ce n'était pas le cas des généraux. Et il y a eu beaucoup d'assassins, de génocides qui étaient encore en liberté. Beaucoup de personnes qui étaient responsables des disparitions, des vols de bébés, des tortures. Beaucoup de ces personnes ont été libres. Certaines qui avaient été condamnées ont été pardonnées et ont retrouvé la liberté. Et là, encore et encore, il y avait les mères et les grands-mères de la place de Mai. Dans les années 2000, ces génocides ont été emprisonnés à nouveau. On a initié de nouveaux procès, notamment le procès de ces personnes qui avaient kidnappé des enfants. C'était le cas, par exemple, de mon ravisseur. Et lorsqu'il a été appelé à donner son témoignage, il a refusé de le faire. Il pouvait même connaître le destin d'autres bébés volés. Il n'a pas donné ces informations. Il est décédé. Et aujourd'hui, ces procès continuent de se faire. Les génocidaires sont condamnés et cela permet de faire de la justice et c'est important pour les familles. Nous avons le temps peut-être pour une toute dernière question. Si quelqu'un souhaite prendre la parole, oui, on en a une. Madame, vous allez avoir le micro. Une dernière question avant de peut-être se retrouver. Hello, can you hear me? Oui. Thank you so much. Thank you so much to everyone. Merci beaucoup. C'est Daniel, si c'est nécessaire, mais il y a chaud. C'est. Thank you so much. Merci beaucoup. Of course, very interesting and touching. C'était un film très intéressant, surtout en ce moment. Moi, je viens de l'Iran. C'est un film très touchant, une histoire très touchante. Je voudrais revenir sur le fait de ne pas normaliser la violence. Il s'agit d'une question politique et cela a des conséquences. Parfois,
certains sujets dans la société, à un moment donné, peuvent devenir un sujet politique. Et je voudrais dire que dans différents contextes et dans différents moments de l'histoire, les affaires, certaines choses peuvent être interprétées comme quelque chose de politique et d'autres fois justifiées comme de la violence. Et dans le film, il y avait une phrase très importante qui m'a marquée. Il voulait que l'on soit effrayé. Et moi, je pense que parfois, ce que l'on recherche, c'est à nous rendre tristes. Mais lorsque l'on reconnaît ce qu'ils veulent faire, c'est là que peu à peu, on peut y faire face. Daniel ou Florencia, vous souhaitez réagir aussi autour de cette problématique du acknowledgement, non? La recognition, hein? Si vous le souhaitez. Bueno, yo estoy enormemente agradecido. Je suis très touchée et pour cette reconnaissance, je pense que le fait de travailler la mémoire, c'est quelque chose que l'on doit faire chacun à sa façon. L'art est quelque chose de très important et c'est valable dans les différents domaines artistiques. Ce qui est important, c'est de porter ce message de la paix. Il est plus nécessaire que jamais et c'est à nous, à chacun d'entre nous, de le transmettre. Je crois également que nous devons être heureux et chercher quelque chose de positif, que l'on puisse construire ensemble, parce qu'il y a beaucoup de choses très belles à partager qui peuvent nous toucher et nous faire changer de point de vue. Et parfois, il faut partager des histoires même dramatiques parce que cela nous aide à retrouver la lumière, à retrouver la connexion entre nous. Et je crois qu'il y a un côté sombre mondial, mais également la lumière. Et je pense qu'il y a un espace où nous pouvons nous reconstruire en tant que société. Car on voit très bien là où l'on perd l'humanité, mais on voit également là où la solidarité permet de garder l'espoir et la vie. Et des espaces de rencontre comme les festivals nous permettent également de ressortir avec cette envie, cet espoir de continuer à travailler et à faire des choses. Et nous devons réfléchir et voir comment nous pouvons collaborer et générer ce genre de changement. Et merci à vous, toutes et tous, d'avoir partagé ce moment avec nous. Et merci, Florencia et Daniel, au fond, de terminer sur une note de vie et de force collective. Je crois que le collectif prend vraiment tout son sens et toute sa forme avec vous aussi ce soir. Merci encore. Merci à tous. Muchas gracias Merci. a todas y todos. Gracias.